Les micro-organismes, c'est assez peu probable. Il faut que ces micro-organismes ils survivent à l'entrée dans l'atmosphère, ce qui est super compliqué parce qu'il y a plein de frottements, la chaleur la température est considérable, donc ça va plutôt avoir tendance à tuer tout ce qui peut se trouver au-dessus. Bon, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour la vie, telle qu'on la connaît en tout cas, grosso modo, il faut de l'ADN et de l'ARN. Les briques élémentaires qui permettent de fabriquer l'ADN et l'ARN, c'est des acides aminés, des bases nucléides, donc ça c'est les AT, CG, etc. Et il faut aussi des sucres. On sait que dans les météorites, il peut y avoir des acides aminés et des bases nucléides. Ça c'est déjà un bon argument en faveur extérieure de briques fondamentales, et ensuite on peut imaginer des petites réactions. Il y a toute une classe de bactéries comme ça qui survit en fait, donc que ce soit c'est dans ce qu'on appelle des milieux extrêmes, donc ça peut être très forte température, très forte radiation, absence d'oxygène, très basse température, des choses comme ça. Donc ça c'est des bactéries extrémophiles. On connaît même aujourd'hui maintenant ce qu'on appelle des bactéries polyextrémophiles, c'est-à-dire qu'elles arrivent à survivre même quand les milieux recoupent plusieurs éléments comme ça très complexes. Pour ce qui est donc de la vie, on va dire intelligente, civilisation, tout ça, c'est compliqué. Il y a d'autres planètes ou lunes qui sont des candidats intéressants pour héberger la vie. Il y a donc certains satellites de Saturne ou de Jupiter, comme tu l'as dit. Sur certains de ces satellites, on sait, c'est même pas on pense, on sait que voilà, il y a une couche de glace et en dessous, de toute évidence, il y a de l'eau liquide. Il y a aussi Vénus. On a détecté de la phosphine sur Vénus. La phosphine, qu'est-ce que c'est ? C'est un gaz organique. Ça peut être créé par des molécules de la vie en fait. La théorie de l'évolution, à mon sens, oui, de la même façon, elle doit s'appliquer de la même façon. Enfin, elle doit s'appliquer partout. C'est pas juste sur Terre que la théorie de l'évolution serait valide. L'évolution, ça se base sur deux choses. La première, c'est un processus aléatoire, qui est des erreurs de réplication de l'ADN. Et ensuite, le deuxième point qu'il faut prendre en compte dans la théorie de l'évolution, c'est l'environnement. Ces deux processus-là, ils sont vraiment à prendre de pair, c'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes mutations, mais des environnements différents. En sortie, vous n'aurez pas les mêmes espèces. Et vous pouvez avoir des mutations différentes et les mêmes environnements, et évidemment, vous n'aurez pas les mêmes espèces en sortie. Et pour ça, il suffit de regarder rien que sur Terre. Si on est effectivement tous partis à la base des mêmes petites bactéries, on regarde juste la diversité des espèces qui existent, on voit bien que le nombre de chemins évolutifs il est considérable, et ça c'est juste sur Terre. Donc sur une autre planète, ou sur Lune ou n'importe quoi, il est très possible que cette diversité explose encore plus. C'est un physicien du début du XXe siècle, physicien italien, donc qui a eu le prix Nobel, extrêmement brillant, et c'est suffisamment rare pour être mentionné. C'est un mec qui était reconnu par des prix et par ses pairs comme à la fois extrêmement bon en physique théorique et en physique expérimentale. Un jour, en mangeant avec des copains physiciens évidemment, il fait un petit calcul de coin de table comme ça, et il se dit attendez, je comprends pas, si la vie existe ailleurs depuis, une vie intelligente existe depuis aussi longtemps, ou peut-être même plus longtemps que nous, puisqu'on peut trouver des étoiles beaucoup plus vieilles que le Soleil et des planètes beaucoup plus vieilles que le Soleil, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ces gens qui ont développé une technologie, ils soient déjà partout ? Admettons, nous là maintenant, avec la technologie dont on dispose, on essaye de faire des expéditions pour coloniser toute la galaxie. On va mettre en place des expéditions, et à chacune de ces expéditions, on va être un peu modeste, on va coloniser seulement 2 nouveaux systèmes. Okay ? Donc au début, on est juste sur Terre, ensuite on en a 3, ensuite, etc., etc. On imagine qu'on part là de l'étoile qui est à gauche, en rouge, on colonise 2 systèmes, ensuite une fois qu'on est sur chacun de ces 2 systèmes, on se repose un petit peu, on fabrique des villes, des machins, tout ce qu'on veut, et au bout d'un moment, hop, on refait une expédition avec 2 nouveaux vaisseaux, on va sur 2 nouvelles étoiles, etc., etc. Ça, en fait, c'est la définition de ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Ça veut dire que, finalement, en très peu d'étapes, en très peu d'expositions, on va être capable de coloniser toute la galaxie. Okay.
On peut faire un tout petit calcul, comme ça, on se dit, bah voilà, 2 c'est le nombre d'étoiles qu'on colonise à chaque fois, n c'est le nombre d'expéditions qu'on va devoir faire au total, et ça doit être égal au nombre d'étoiles dans la galaxie. Si on essaie de résoudre ça pour trouver petit n, on va trouver à peu près 38. Il va falloir mettre en place 40 expéditions pour coloniser toute la galaxie. La vitesse maximale aujourd'hui qu'on sait atteindre, le record c'est Solar Probe, qui a atteint ce record de vitesse, c'est 0,5% de la vitesse de la lumière. Alors c'est pas beaucoup, ok, parce qu'on pourrait très bien se dire, allez on considère 1%, mais en fait même 1% de la vitesse de la lumière c'est très ambitieux. Et donc on va considérer une vitesse tout le long du trajet égale à ce qu'aujourd'hui on sait faire de mieux. Donc il faudrait une technologie peut-être un petit peu plus élevée que la nôtre, mais bon, pas forcément beaucoup. Si on fait ça, veut dire que le temps de voyage moyen pour passer d'un système solaire à un autre, c'est 30 000 ans. À partir du moment où on se lance, en 1,6 million d'années, toutes les étoiles de la galaxie sont, alors colonisées, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a des sondes et des rovers et je sais pas quoi, machin, partout. On peut facilement imaginer une civilisation ailleurs qui aurait, je sais pas moi, allez, 1 milliard d'années de plus d'évolution que nous. En 1 milliard d'années, moi je suis incapable d'imaginer la technologie qu'on aurait. Ce serait tellement différent, surtout au taux, à la vitesse où aujourd'hui on fait des découvertes, la rupture technologique serait considérable. Une civilisation avec rien que 1 milliard d'années de plus que nous, c'est pas forcément beaucoup. Et une telle civilisation, pour elle, coloniser toute la galaxie, ce serait extrêmement simple. Et elle aurait largement eu le temps de le faire déjà. Le problème, c'est que quand on lève la tête, on voit rien. Et donc le paradoxe de Fermi, ou le problème de Fermi, c'est justement de constater qu'on ne voit rien. Elle est mal répondue, on va dire, la question. Quand on pose la question de l'existence de la vie ailleurs dans l'univers, on a envie de se dire « Ah bah oui, mais c'est tellement grand, il y a tellement de planètes partout, que c'est forcément obligé qu'il y a de la vie ailleurs. » Okay. Ça, c'est un raisonnement extrêmement intuitif, extrêmement tentant, que tout le monde a envie de faire. Et malheureusement, ce raisonnement, il n'est pas correct, il est faux. Okay. Donc on imagine un dé, et on dit, voilà, si on fait 1, la vie apparaît. Okay. Je lance 200 dés, j'ai plus de chances de faire 1, mais est-ce que c'est forcément obligé que je vais faire 1 ? Je vais faire au moins une fois 1 ou au moins 2 fois 1. Ça, en fait, on n'en sait rien. Simplement parce que rien que la façon dont j'ai posé le problème, et donc la façon dont on se pose la question pour la vie ailleurs, il y a une donnée que j'ai pas mentionnée, et qui en fait est super importante. C'est le nombre de faces du dé. Parce que j'ai dit un dé, vous avez tous pensé à un dé à 6 faces, mais si en fait c'est un dé à 200 faces, c'est vachement plus chaud. Donc voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de planètes, ça correspond à lancer beaucoup de dés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas combien de faces il y a sur le dé de la vie. Il y a donc quand même des gens, notamment Drake, qui a essayé de répondre à cette question. Ce nombre grand N de civilisations, il est égal à, donc il y a différents termes, on va peut-être pas tous les faire, mais grosso modo, il y a le taux de formation d'étoiles, la fraction de ces étoiles qui possèdent une planète, le nombre de planètes habitables, la probabilité d'émergence de la vie, fois la probabilité que cette vie elle soit intelligente, et puis ensuite qu'on développe de la technologie, des choses comme ça. Et ça nous donne le nombre, en tout cas une estimation du nombre de civilisations, on va dire, intelligentes et qui développent de la technologie. Grosso modo, eux, ils arrivent à la conclusion que aujourd'hui, le nombre de civilisations, c'est 1, quoi. Donc c'est nous. La façon positive, on va dire, d'accueillir ce résultat, c'est de se dire que finalement, si on s'autodétruit pas, l'univers il est à nous. Enfin, en tout cas, la galaxie. Et c'est plutôt pas mal. Alors bon, non, évidemment. Développer de la technologie, c'est pas forcément évident. Par exemple, moi, c'est un truc que j'aime bien, mais imaginons une planète avec une couche de glace considérable, de l'eau liquide en dessous, et je sais pas, des espèces de dauphins, des baleines, des machins, ce qu'on veut en dessous. Essayer de faire des manips d'électricité quand vous vivez sous l'eau, c'est compliqué. L'univers aujourd'hui, on sait qu'il a donc 13,78 milliards d'années. L'univers, il devrait exister pendant 10 puissance 100 à 10 puissance 1000 années.
Donc, quitte à parier sur le fait qu'on soit les premiers ou les derniers, je mettrai les premiers. Si la seule chose dont tu as besoin de la vie pour émerger, c'est du temps, elle en a encore plein. Après, si je devais en imaginer, celle que moi j'aime bien, moi j'aime bien les trucs aquatiques. Genre un mélange un peu entre un dauphin et une raie manta, mais avec un pouce opposable, parce que ça permet de bricoler des trucs et de faire de la science. Et c'est pas mal. Sinon j'aime bien les trucs un peu... enfin, des espèces un peu végétales comme Groot dans les Gardiens des Galaxies. Et voilà. Et ce que je préférerais, ce serait qu'on soit un peu sur un pied d'égalité. Je pense que, alors bon, d'un point de vue social, parce que c'est beau, et aussi parce que finalement, si on rencontre une civilisation qui, d'un point de vue culturel et scientifique, etc., est en retard par rapport à nous, bon, bah c'est chiant, et ils vont pas nous apprendre grand-chose. S'ils sont trop en avance sur nous, bah c'est un peu trop facile en fait. C'est-à-dire qu'ils vont nous apporter des réponses à plein de questions qu'on se pose maintenant, et bon, après on fait quoi? Prendre le temps de comprendre par soi-même, de gratter un peu, de chercher les réponses, c'est cool aussi. Donc voilà, c'est... Là je fais ma lettre au Père Noël. Si on pouvait trouver une civilisation à peu près comme nous, moi ça me dirait.